ma cousine, et moi nous tenions sur le balcon de sa maison à Lahore, fumant des cigarettes dans la nuit sans souffle. C'était mon deuxième voyage au Pakistan cette année-là. La première fois, je n'étais pas revenue au pays depuis 4 ans, et je devais acheter des vêtements de mariage. La deuxième fois, à peine 2 mois plus tard, j'avais acheté mon billet sur un coup de tête. Mes proches me harcelaient, choqués par la dépense que représentaient 2 vols depuis Toronto. La chaleur à Lahore était moite et étouffante. Je passais des heures dans une pièce sans air de la maison de mon père, la sueur coulant le long de mon dos. Ma cousine et moi parlions de nos premiers mariages. Le sien brisé après le départ de son mari, le mien s'étant terminé 8 ans après m'être mariée à l'âge de 20 ans. Après lui avoir confié que j'avais maintenu ce mariage même si je sentais que quelque chose n'allait pas, elle m'a dit: Ta mère a dit un jour que tu étais stupide. Je ne pensais pas à ma mère, disparue depuis 23 ans. J'avais 7 ans quand elle est morte, mais elle était partie bien avant cela, plus souvent à l'hôpital qu'auprès de ma sœur et moi, alors que je me trouvais au seuil d'un autre mariage, incapable de me faire confiance. Les paroles de ma cousine ont ouvert un chemin à travers mes pensées emmêlées. C'était à la veille de la guerre du Golfe en 1990, et ma famille vivait en Arabie Saoudite. Le coffre de notre voiture contenait des masques à gaz et un sac de voyage rempli de vêtements, pour que ma sœur et moi puissions être déposés rapidement chez des amis de la famille, chaque fois que ma mère devait être hospitalisée. Mes souvenirs de ma mère sont incomplets et plus troublants que réconfortants. Pour l'Aïd, ma sœur et moi, alors âgés de 3 et 6 ans, avions été vêtus de léhengas en soie assortis et emmenés à l'hôpital pour voir ma mère. Nous n'avions pas le droit d'entrer dans sa chambre, alors nous nous sommes assis sur un banc en bois à l'extérieur, et elle est venue à la fenêtre pour nous faire signe. Mon père me l'a montré du doigt, mais tout ce que je pouvais voir, c'était le reflet du soleil sur la vitre. Dans mon souvenir le plus net d'Amy, elle se tient devant la cuisinière pendant que je joue par terre. Elle chantonne et la pièce est remplie d'une lumière chaude. Mais quand je lève les yeux, son visage est flou. J'étais une enfant d'une timidité maladive, si anxieuse que j'avais l'habitude de m'enrouler dans le dupatta de ma mère lors des réunions sociales. Même avant qu'elle ne tombe malade, je n'ai jamais su ce qu'elle pensait ou ressentait à mon égard. Les photos offraient peu d'indices. Sur l'une d'elles, nous sommes assises sur un petit fauteuil, mais son corps est orienté à l'opposé du mien, sa bouche n'est qu'une fine ligne. Lorsque la guerre du Golfe a atteint notre ville pétrolière en Arabie Saoudite, mon père a emmené ma mère à Londres pour une greffe de moelle osseuse et nous a envoyés, ma sœur et moi, chez nos grands-parents au Pakistan. Il nous appelait une fois par semaine, depuis Londres, terminant ses appels par un « Je t'aime », qui ressemblait à un plaidoyer. Je n'ai jamais parlé à ma mère. À sa mort, mon père a rapatrié son corps au Pakistan par avion. Ma sœur et moi sommes allés avec la famille élargie au village où elle devait être enterrée, mais nous n'avons pas assisté aux funérailles, et nous ne savions même pas, alors, qu'elle était morte. Pendant qu'on la descendait en terre, nous courions dans des ruelles de terre à 400 mètres de là. Mon père nous annoncerait sa mort plus tard, en même temps qu'une autre nouvelle, pour nous récupérer auprès de nos grands-parents, qui le jugeaient responsable de la mort de leur fille. Il avait dû épouser une cousine de ma mère. Leur mariage fut un autre événement auquel nous n'avons pas assisté. Mon père m'a dit que ma mère était partie, alors que je me tenais raide contre un mur dans la maison d'un proche, refusant de m'asseoir sur le lit avec lui. Il m'a glissé une carte de sa part dans la main. À l'intérieur d'une écriture soignée, ma mère avait écrit « Je vous aurai avec moi très bientôt. Prends soin de ta petite sœur ». Elle avait espéré que la greffe de moelle osseuse réussirait et que nous irions la voir à Londres. Après sa mort, mes notes sont devenues irrégulières et j'ai eu du mal à m'intégrer à l'école. Mon père passait un mois entier sur une plateforme de forage pétrolier en mer pour tenter de rembourser les dettes médicales. Quand j'ai eu 11 ans, j'ai trouvé un livre sur la puberté sur mon bureau. J'ai eu mes règles peu après, et ma belle-mère m'a installé des serviettes hygiéniques encombrantes. Elle n'était pas outillée pour m'aider quand je me suis mise à pleurer. Je cherchais ma mère sans savoir ce que je cherchais, la retrouvant par fragments. Dans notre débarras, j'ai trouvé une boîte blanche contenant ses cheveux bruns. Mon père m'a dit que la seule fois où elle avait pleuré pendant sa maladie, c'était quand ses cheveux étaient tombés. Lors d'un voyage au Pakistan, un cousin a fait jouer une bande audio de sa voix, étonnamment jeune, riant et parlant avec mes cousins. « Tu étais là, toi aussi ?» m'a dit mon cousin. Je ne lui ai pas dit ce que je pensais, pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé à moi? J'oscillais entre la détester d'être une telle énigme et me languir d'elle.
Quand j'avais 12 ans, nous avons déménagé au Canada. D'abord à Toronto puis à Calgary, où nous marchions péniblement dans la neige avec de grosses bottes en portant des sacs de course, parce que nous n'avions pas les moyens d'avoir une voiture. Dans une nouvelle école de plus, où mon accent et mes vêtements me distinguaient des autres, je faisais face en me réfugiant dans mes souvenirs de ma mère. Je me demandais constamment pourquoi elle n'avait pas écrit davantage. Elle était si courageuse, nous disait mon père. Elle refusait de céder au désespoir. En grandissant, j'ai cherché sa présence chez les hommes, mon désir intense devenant une recette pour des relations désastreuses. Quand j'ai été violée à l'université à 19 ans, l'expérience m'a appris que les hommes pouvaient me faire du mal, mais aussi me donner quelque chose dont j'avais besoin. Avec eux, je pouvais être désirée au point qu'ils transgressent la raison et la retenue. L'opposé de la distance de ma mère. Cette même année, mon père, ma belle-mère et ma sœur sont repartis au Moyen-Orient, et je suis restée au Canada pour continuer mes études. À 20 ans, j'étais mariée. Seule dans une pièce avant la cérémonie de mariage, je me griffais la peau. Mais j'ai quand même poursuivi. J'ai divorcé à 28 ans. Mais ma douleur m'a poussée dans des relations avec des hommes que je ne voulais pas, ou que je n'aimais même pas. Le nom de ma mère est devenu une prière résonnant dans ma tête lorsque j'ai été à nouveau victime d'agressions sexuelles. Quand je suis restée avec un homme qui me frappait régulièrement, j'ai survécu en revenant à ce souvenir d'amis dans la cuisine de notre maison en Arabie Saoudite. Je ne pouvais toujours pas voir son visage, mais la chaleur d'être près d'elle me donnait l'impression que je pouvais surmonter cela. Dans les dizaines d'endroits où j'ai vécu, j'emportais sa carte avec moi, l'ouvrant encore et encore, essayant de lire un conseil dans ses mots. La tempête qui m'avait englouti a fini par s'apaiser. Quand j'ai tenu mon fils pour la première fois, j'avais intériorisé la croyance que les gens ne feraient que m'abandonner, que l'amour n'était pas quelque chose que je méritais, que l'affection, pour moi, était toujours accompagnée d'indifférence ou de violence. À 33 ans, j'ai tenu mon bébé, et les paroles de ma cousine prononcées quelques années plus tôt me sont revenues. J'ai été si stupide, ai-je chuchoté à mon fils. Je ne saurais jamais ce que ma mère ressentait vraiment pour moi. Elle était jeune et pleine de vie. La seule vie qui s'offrait à elle en tant que femme d'expatriée dans une ville poussiéreuse d'Arabie Saoudite était celle de mère, et cela aussi lui a été enlevé. Sa remarque sur ma stupidité a pu s'échapper dans un moment de colère, poussée par la douleur. J'ai appris à lui pardonner de ne pas m'avoir laissé davantage. Moi aussi, je garde des multitudes de silences avec mes enfants. Et peut-être a-t-elle laissé si peu, parce qu'elle savait que je m'accrochais si fort et qu'elle voulait m'aider à lâcher prise. Je suis retournée au Pakistan récemment, après 8 ans cette fois. Lahore avait changé. Le débarras qui contenait autrefois tant d'affaires de ma mère était maintenant rempli de valises et de couvertures. La cassette de sa voix est perdue. La boîte avec ses cheveux a disparu depuis longtemps. Les saris, la vaisselle et les décorations qu'elle avait laissées ont été pris par des parents. Dans la maison de mon oncle, j'ai vu un ensemble de broderies réalisées par ma mère, accrochées au mur. Ma tante et mon oncle se sont excusés de les avoir prises en disant: «Le tissu est sale, tu vois.» Et il l'est. Sur le tissu ivoire, qui a plus de 40 ans, je peux voir des traces de saleté provenant des mains d'amis. J'ai rapporté les broderies avec moi, emballées dans des couches de papier bulle et de tissu, et elles sont maintenant accrochées au mur de mon salon. Elle est là, ma mère. Ces empreintes digitales gâchent la broderie autrement parfaite, une imperfection réconfortante.